Bonjour à toutes et tous dans ce Demande à Cédric quotidien numéro 23 où pendant tous les jours du mois de mai, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Alors soyez les bienvenus, je commence un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, il n'y a pas encore de spectateurs mais c'est pas grave, j'ai des annonces à faire pour les membres plus. Donc si vous êtes membre plus du site formation informatique avec cédric.fr, ces deux informations là sont pour vous. Donc la première c'est surtout si vous êtes membre plus et que vous n'êtes pas encore inscrit sur le forum, faites-le. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais partager ici mon écran et je vais vous montrer comment est-ce que l'on réalise ces manipulations. Donc la première chose, c'est de vous rendre dans votre espace membre. Donc vous pouvez le faire grâce au mail que je vous ai envoyé. Vous avez l'adresse qui vous permet de vous y rendre. Et lorsque vous y êtes, vous cliquez sur Connexion Membre Plus à cet endroit-là. Une fois que vous avez réalisé cette connexion, vous entrez vos identifiants et vous avez la possibilité, si toutefois vous avez oublié vos identifiants, je vais revenir sur le site, dans la rubrique d'aide, utilisation à l'aide du site, vous avez la possibilité de trouver ici, mot de passe oublié, comment le changer. Donc vous pouvez cliquer ici et vous accéderez à la vidéo qui vous explique comment changer votre mot de passe si toutefois vous ne vous en souvenez plus. Voilà. Sinon, vous choisissez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, connexion membre plus. Ensuite, vous mettez vos identifiants, votre mot de passe. Et à partir de là, vous choisissez se connecter. Si vous êtes membre, c'est-à-dire que si vous êtes inscrit sur le site, sur l'accueil du site formation informatique avec cédric.fr, vous n'êtes pas forcément ni membre actif, ni membre plus, ni membre mini. Pour savoir si vous êtes membre plus, vous vous connectez avec vos identifiants et ici vous verrez votre statut actuel est. Donc là, si vous êtes membre plus, il y aura marqué membre plus. Si vous êtes membre mini, il y aura marqué évidemment membre mini. Et si vous êtes membre actif, devinez ce qui y aura inscrit, membre actif évidemment. Donc si vous êtes identifié comme membre plus, ça veut dire que vous êtes membre plus. À partir de là, vous allez pouvoir ici vous rendre sur accueil espace membre et choisir accès à la communauté FIAC. Donc lorsque vous allez arriver sur cette page, vous pouvez commencer à lire ce qui est indiqué. J'ai essayé d'en mettre le moins possible. Donc il y a les quelques règles du forum et un certain nombre d'informations, de vidéos d'aide pour vous aider à vous inscrire sur le forum, à vous connecter au forum, à rechercher des sujets, etc. Et une fois que vous avez regardé ces vidéos, vous pouvez cliquer sur « Je rejoins la communauté, j'ai bien pris connaissance des règles ». À partir de ce moment-là, vous serez redirigé vers le forum et vous pourrez faire votre inscription comme c'est décrit dans les manipulations. Alors pourquoi faire ça ? Si vous êtes membre plus et que vous n'êtes pas encore inscrit au forum, c'est dommage de ne pas en profiter parce que c'est une communauté de personnes où vous allez pouvoir poser vos questions et également aider les autres membres. Donc c'est une communauté familiale dans laquelle nous nous entraidons pour participer à l'évolution informatique de chacun qui est sur le forum. Donc ça, c'était la première information que je souhaitais vous transmettre. Et la seconde information, c'est que pour les gens qui sont membres plus, j'ai lancé un sujet que vous pourrez trouver un petit peu partout. Moi, je l'ai mis dans un peu de détente, ne fait pas de mal, mais vous le retrouverez partout. Et c'est un sujet qui veut dire « Et si nous nous rencontrions ?» Donc j'ai posté ici un message et j'aimerais, si vous êtes membre plus, que vous puissiez le consulter et également y répondre parce que j'aimerais bien que l'on se rencontre si c'est possible. Donc j'ai mis un certain nombre de descriptifs, je vous laisserai lire tout ça, je ne vais pas forcément le lire maintenant. Mais en tout cas, voilà, ce serait sympathique que vous puissiez interagir avec ce message si vous êtes membre plus. Et encore une fois, si vous n'êtes pas inscrit sur le forum, n'hésitez pas à le faire si vous êtes membre plus parce que c'est une communauté de passionnés. Voilà, allez, je vais arrêter le partage écran et nous allons revenir ici. Alors, une nouvelle façon de présenter, je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, je suis en plus petit. Tout simplement parce que quand j'ai fait l'enregistrement hier, je me suis aperçu que le fichier était 3 fois plus gros que précédemment. Et donc, je pense que ça vient de ma webcam qui, comme il y a beaucoup moins d'espace fixe et que moi, mon visage bouge beaucoup plus vu qu'il est plus grand, ça a triplé la taille du fichier. Donc, ça a été 3 fois plus long d'envoyer sur YouTube. Ça a été 3 fois plus long de faire un certain nombre de choses. Donc voilà, aujourd'hui j'ai réduit la taille, finalement c'est pas plus mal, on me voit, c'est l'essentiel, et on me voit en petit, ça va très bien.
Donc soyez les bienvenus. Donc j'ai commencé un petit peu plus tôt aujourd'hui pour les personnes qui nous rejoignent et qui sont membres plus, ou pour les personnes qui regarderaient la retransmission. N'oubliez pas de re-regarder ce que je viens d'indiquer. Voilà, nous avons une première question de François que je vais prendre, et puis le demande à Cédric numéro 23 peut commencer. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. Bonjour François, bonjour Cédric, vous avez présenté et commenté une vidéo pour l'installation du logiciel, montage pour vidéo gratuit, et par la suite vous réaliserez une vidéo pour montrer comment se servir du logiciel. Est-ce que cette vidéo est proche ? Alors, ce qui est certain, c'est que là avec les rendez-vous quotidiens du demande à Cédric, voilà, c'est un peu compliqué pour moi de tourner des vidéos, d'autant que j'ai fait 3 vidéos. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les voir parce que je ne vais pas les intégrer sur le site, c'est des vidéos un petit peu particulières où je parle d'un déballage d'une enceinte que j'ai achetée, une enceinte Bluetooth qui est très bien, et je vais essayer de généraliser ces vidéos où je parle des choses que j'achète, pourquoi je les achète, comment je les installe, pour que vous puissiez profiter un petit peu, j'ai envie de dire, d'une version passive de la vie informatique que je mène, au-delà des vidéos qui sont vraiment thématiques pour vous expliquer telle ou telle chose. Voilà, je fais des déballages de produits pour vous expliquer pourquoi je les ai achetés et comment je les utilise. Donc j'ai fait ça, cette première série de vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc si vous visualisez cette vidéo, cette retransmission sur YouTube et que vous n'êtes pas encore inscrit sur la chaîne, vous n'hésitez pas. Donc pour ce faire, vous tapez dans Google YouTube C Chabroli et en théorie vous devriez arriver sur ma chaîne. Voilà, ici. Là, je vais mettre une pause parce que ça devrait démarrer. Non, tout va bien. Tout va bien, rien ne démarre. À cet endroit, si vous n'êtes pas encore abonné, vous cliquez sur s'abonner. Et là, vous aurez la possibilité, lorsque vous descendez, de voir test et utilisation produit. Et là, j'ai réalisé 3 vidéos sur l'enceinte que je viens d'acheter et je vais en faire d'autres. Donc la première, c'est le déballage. La seconde, c'est comment charger votre enceinte. La troisième, c'est comment la connecter à votre téléphone. La prochaine à venir, c'est comment utiliser l'application. Et donc, je réalise que je n'ai sûrement pas partagé mon écran. Voilà, exactement. Voilà, et donc je réalise des vidéos qui vous permettent de voir quelle est mon utilisation de l'informatique en dehors de installer Windows, en dehors de résoudre des problèmes, voilà, qu'est-ce que j'achète, pourquoi je l'achète et tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas, vous rendez sur la chaîne YouTube C'est Chabroli, qui est donc ma chaîne. Et à partir de là, ça vous permettra de vous inscrire et de voir ces vidéos qui ne seront pas disponibles sur le site parce que ce sont des vidéos produits et qui n'ont pas forcément leur place sur le site. Peut-être je les intégrerai plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité parce que ça me rajoute beaucoup de travail. Alors, pour répondre plus précisément à votre question François, du coup, tous les jours du mois de mai, là c'est un peu compliqué de faire des vidéos, surtout cette vidéo-là qui est un petit peu longue, donc elle ne sera pas disponible avant le mois de juin. Elle risque d'arriver pour le mois de juin, mais comme je l'ai précisé, j'ai rencontré des difficultés à importer mes fichiers MP4. Gabrielle m'a dit qu'elle n'avait pas eu de soucis pour importer des fichiers MP4, donc est-ce que les codecs sont différents et que ça ne fonctionne pas ? Quoi qu'il en soit, j'avais un peu écarté la piste de ce logiciel pour faire du montage vidéo, parce que si on ne peut pas importer des fichiers de son téléphone, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'en suis là. En théorie, je vais la faire, mais je vais peut-être plus l'orienter vers le montage de photos animées, voilà, plutôt que de faire un diaporama avec PowerPoint si on n'a pas PowerPoint, c'est plutôt dans cet esprit-là que je vais l'orienter. Rajouter de la musique, faire des transitions entre les images et ce genre de choses. Après, peut-être, et c'est peut-être parce que voilà, je suis pas 100% sûr de le faire, mais peut-être que je réaliserai un cours thématique sur le montage vidéo avec Magix, parce que voilà, c'est pas Philibert, je le sais maintenant, c'est Raymond qui nous avait parlé de Magix. Je sais que Gabriel l'utilise aussi. Donc pour les personnes qui souhaitent faire du montage vidéo, peut-être que je choisirai un logiciel autre que Premiere, parce qu'il est très cher, donc un logiciel abordable, et peut-être que je ferai une vidéo thématique dessus. J'ai énormément d'idées à venir pour la suite, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je manque un peu de munitions pour pouvoir avancer, mais en tout cas j'espère que sur la saison 3 qui va démarrer donc en septembre 2016, j'espère que voilà, le rythme de croisière va arriver et que les choses vont pouvoir se mettre en place.
Voilà François, j'ai un petit peu élargi votre question, mais comme il n'y a pas trop de questions qui étaient là, je me suis dit que c'était le moment de parler de tout ça. Voilà François. Denis, bonjour Cédric. Est-ce qu'elle est vraiment superbe cette UO Boom 2? Denis, ça fait une semaine que je l'utilise, je suis assez bluffé par l'utilisation. C'est-à-dire elle est pas très grande, elle fait à peu près la taille de deux mains, donc on va dire, je sais pas, peut-être 22 cm de hauteur. Et elle sort un son assez incroyable. Donc c'est la version 2 parce que la version 1, je l'avais écoutée chez mon frère. Mon frère avait un salon qui faisait 100 mètres carrés et ça sonorisait le salon de façon assez impressionnante. J'étais vraiment bluffé par la taille de ce petit truc qui sortait voilà, un son clair, un son agréable. Donc je l'ai acheté. Lui a la version 1, moi j'ai acheté la version 2 parce que ça fait un an que je l'avais découvert chez lui. Et puis comme j'avais pas trop le budget d'acheter ça parce que c'est quand même assez cher, ça vaut 200 €. Bon, moi je l'ai trouvé à 150 € sur Amazon, je vous avais mis le lien. Et ça fait une semaine que je l'utilise et honnêtement je suis assez bluffé par la qualité du son. C'est vraiment très très agréable. J'ai écouté de la musique classique dessus, ça passe bien. J'ai écouté de la musique électronique, ça passe bien. J'ai écouté du vocal, de l'instrumental. Vraiment, c'est assez incroyable. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas d'autres enceintes Bluetooth sur le marché, mais c'est surtout, moi, je fais mes propres expériences. Donc, j'ai entendu ça chez mon frère, j'ai trouvé ça bluffant. Je suis retourné l'écouter à la Fnac parce qu'il existe 3 modèles. Le UO Roll, qui est donc un petit modèle rond comme ça, qui est waterproof, qu'on peut mettre dans son bain, mais qui est pas trop puissant. Je crois qu'il vaut 99 €, quelque chose comme ça. Cette enceinte là qui est donc la UO Boom 2 qui est à 200 €, et il y a la Mega Boom qui est donc la version un petit peu plus grande mais qui est à 300 €. Comme j'ai trouvé celle-ci à 150 €, je me suis dit que voilà, c'était l'occasion, j'avais depuis longtemps envie de me l'acheter, et pour une utilisation c'est vraiment sympathique dans le sens où elle est vraiment transportable, donc je peux la prendre quand je vais prendre ma douche, je l'emmène avec moi, je la remets dans mon salon, ça me prend une demi-seconde. Donc je la pilote essentiellement avec mon téléphone, qui est un téléphone Android. Il me semble, je confirmerai ça parce que je vais faire une vidéo pour connecter avec un iPad. Donc je pense que l'application est disponible pour iOS. Et il faudra que je vois si elle est disponible sur Windows Phone, pour les gens qui ont un Windows Phone. Et sinon, pour une utilisation, là je ferai aussi des vidéos par rapport à ça. L'utilisation qui peut être sympathique, c'est si vous avez un ordinateur portable et que voilà, les enceintes d'un ordinateur portable sont pas forcément toujours très satisfaisantes ou très puissante pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas forcément la place, eh bien ça peut faire un bon complément. Vous achetez soit votre portable, votre ordinateur portable est Bluetooth et auquel cas vous pourrez la connecter, je montrerai ça dans des futures vidéos, soit vous pouvez acheter un dongle Bluetooth comme je l'avais montré dans des vidéos précédentes directement sur Amazon. Voilà, j'ai acheté ça, ça vaut 9,90 €. J'essaierai avec mon portable parce que je ne sais pas s'il y a du Bluetooth sur mon portable. Et voilà, et donc ça peut vous faire un complément transportable avec votre ordinateur portable, ça prend pas forcément beaucoup de place. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bluffant en termes de qualité sonore. Je sais pas si je pourrais vous faire écouter là, peut-être parce que mon micro sera de meilleure qualité, je peux peut-être vous faire écouter. Allez. Donc je sais pas si vous pourrez bien entendre, l'enceinte est ici, je vais la mettre à côté du micro, je vais la démarrer, voilà, je vais connecter mon Bluetooth, voilà, donc en théorie l'enceinte s'est connectée, je vais pouvoir lancer un morceau, non c'est pas ça forcément que je voulais lancer, d'autant que c'est pas encore appairé. J'arrive, il n'y en a plus pour longtemps, je regarde s'il y a beaucoup de questions. Non, ça va pour l'instant. Paramètres, Bluetooth, UO Boom 2, ça y est, c'est parti. Alors, je vais choisir un morceau dans ma bibliothèque musicale, le morceau que j'aime en ce moment. Et là, je pense que, voilà, je sais pas si la qualité sera bonne de votre côté, j'espère que oui. Mais j'y suis presque, voilà. Petite interlude musicale. I remember when I lost my mind.
Voilà, vous avez une petite idée de ce que ça donne. Je vais déconnecter le Bluetooth pour pas que si mon téléphone sonne, ça sonne sur l'enceinte. Hop. Je vais la couper. Voilà. Bon, en fait, voilà. Bref, c'est vraiment impressionnant. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir le budget. 150 euros, ça représente pas mal de choses. Mais voilà, je suis vraiment, chez mon frère, j'étais bluffé. Chez moi, je suis bluffé. En fonction de l'endroit où vous le mettez, vous avez plus ou moins un meilleur son. J'ai déjà écouté dans 2 pièces différentes. Le son se propage bien dans une autre pièce. Bref, je suis vraiment très très content de l'avoir acheté. J'ai un peu tardé avant de le faire, mais maintenant que je l'ai fait, c'est super. Surtout que j'aurai plein d'utilisations en tête. Voilà, quand je vais partir en voyage, j'emmène souvent mon iPad. Là, j'emmènerai mon enceinte. Ça me permettra d'avoir de la musique très sympa. Quand je vais faire du roller, on fait une balade de roller le vendredi soir. On emmène de la musique et ben, ça permettra de sonoriser voilà, la balade. Vrai. À chaque instant, je vais l'emmener avec moi. Voilà Denis, allez, je vais prendre les autres questions. On n'est pas là non plus pour parler que de ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Bonjour Max, bonjour Cédric, Windows 7 professionnel 64 bits, sauvegarder l'intégralité de son disque dur vers un disque externe, est-ce que les logiciels non portables sont téléchargés aussi? Merci. Alors, sauvegarder l'intégralité de son disque dur vers un disque externe. Alors Max, ça dépend quelle technique vous utilisez. Si vous faites un clone, donc un clone, c'est une sorte de photocopie du disque 1 vers le disque 2. Ça, il n'y a pas de problème. Après, si vous utilisez la sauvegarde de Windows, je pense que vous avez la possibilité de choisir des répertoires que vous souhaitez sauvegarder. Parce que je ne sais pas comment fonctionne la sauvegarde de Windows, malheureusement, il faudrait que je m'y penche, mais je ne le sais pas, puisque, comme je l'ai dit précédemment, j'utilise le logiciel Acronis True Image, qui me permet de faire des ghosts, donc des photocopies du disque 1 vers le disque 2, dans leur intégralité. Et l'avantage de ça, c'est qu'après, vous pouvez consulter les archives, quand vous avez le logiciel d'installer, ce qui vous permet, eh bien voilà, vous faites une sauvegarde, enfin un clone de votre disque, comme ça, si vous avez le moindre problème, eh bien vous pouvez remettre cette image sur votre disque 1 s'il est sur le disque 2, et vous pouvez également à partir du disque 1 consulter les choses qui sont dans l'archive, dans l'encapsulage. Après, pour ce qui est de la sauvegarde de Windows, je ne sais pas s'il fait une sauvegarde intégrale. J'aurais tendance à dire que oui, et auquel cas, il sauvegarde aussi vos données, il sauvegarde aussi vos documents, il sauvegarde tout ce qu'il y a sur le disque dur. Donc je pense que la réponse est oui, je ne peux pas vous le dire à 100%. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous faites un clone avec True Image, ça le fait, mais... oui, ça le fait, mais voilà, je ne peux pas 100% être sûr de ça. Après, ce que vous pouvez faire, je vais en parler dans les prochaines formations que je ferai, notamment la formation sur les sauvegardes. Vous pouvez utiliser un logiciel qui s'appelle Cobian Backup. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer l'installation, mais je vais vous montrer au moins le site. Cobian Backup, qui vous permet de réaliser des sauvegardes de façon semi-automatique. C'est-à-dire, moi je ne l'utilise plus parce que maintenant que j'utilise Acronis True Image, il me fait tout automatique, j'ai plus besoin de faire ça. Mais Cobian Backup va vous permettre de le télécharger. Sur comment ça marche si vous avez à le télécharger. Apparemment, il ne va que jusqu'à Windows 7. Je ne sais pas s'il est compatible avec Windows 8 et Windows 10. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Mais comme vous êtes sur Windows 7, vous allez pouvoir l'utiliser. C'est un logiciel donc, qui va vous permettre de réaliser des sauvegardes ponctuelles. Donc soit automatique, soit manuel, soit où vous allez pouvoir déterminer ce que vous souhaitez sauvegarder. Donc si vous souhaitez sauvegarder le dossier où vous avez vos applications portables, vous pourrez le faire. Donc ça vous permettra, une fois que vous aurez installé cette application, de créer des nouvelles tâches de sauvegarde et de lui dire, par exemple, tous les lundis à 8h, je veux que tu sauvegardes mon dossier document, mon dossier image, mon dossier application portable. Ça, c'est vraiment pour une sauvegarde, on va dire, ponctuelle. Ça ne sauvegarde pas du tout votre système, ça sauvegarde uniquement les éléments que vous lui avez indiqués dans la tâche de sauvegarde. Si par exemple, vous avez un dossier document dans lequel vous travaillez tous les jours, il pourrait être intéressant de faire des sauvegardes tous les jours de ce dossier document et par exemple de faire une sauvegarde que toutes les semaines
de votre dossier image et que tous les mois de votre dossier vidéo. Et donc grâce à ce logiciel, vous allez pouvoir créer une tâche pour chaque chose que vous souhaitez sauvegarder, ou alors si vous souhaitez tout sauvegarder en une fois par semaine, vous pouvez aussi créer une seule tâche. Mais l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il va vous permettre d'en créer plusieurs. Donc ça s'appelle Cobian Backup, j'en parlerai dans la formation pour réaliser des sauvegardes. Et c'est une solution qui peut être intéressante. Et en fait, vous me parliez des logiciels non portables. Donc les logiciels non portables, désolé, j'ai pas bien lu. Les logiciels non portables donc, sont installés dans votre système. En théorie, si vous faites une sauvegarde de celui-ci, il va sauvegarder tout ça. Il va sauvegarder les programmes, il va sauvegarder les logiciels qui ont été installés. Il va sauvegarder toute la structure en fait de votre Windows. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous réalisez ce type de sauvegarde, il faut que votre système soit sain parce que le fait de redescendre en fait la sauvegarde effacera le disque et remettra la sauvegarde au moment où elle a été réalisée. Admettons, vous faites une sauvegarde aujourd'hui, le 23 mai, vous avez un système qui est impeccable, donc vous vous dites je fais une sauvegarde, votre sauvegarde est réalisée, admettons vous vous faites infecter par un virus le 24, votre système est complètement foutu, vous redescendez votre image du 23, et donc votre système est impeccable. Par contre, si vous faites une sauvegarde aujourd'hui et que votre système est en mauvais état, si vous décidez, j'en sais rien moi, dans 10 jours de dire je remets mon image du 23, vous aurez votre système dans l'état dans lequel il était le 23. Donc il faut faire attention à ça quand on réalise des sauvegardes intégrales ou des sauvegardes, enfin les sauvegardes ponctuelles un peu moins puisque les sauvegardes ponctuelles vous choisissez ce que vous souhaitez sauvegarder. Mais il faut faire attention à ça quand vous faites une sauvegarde intégrale. C'est-à-dire que moi, ce que je recommande, c'est quand vous souhaitez faire une sauvegarde intégrale, vous réinstallez votre Windows, vous réinstallez vos pilotes, vous installez tous les logiciels dont vous êtes sûr que vous allez tout le temps les utiliser. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites votre sauvegarde intégrale. Tout ça, j'en parlerai dans la sauvegarde évidemment, pour savoir comment bien sauvegarder. Mais c'est ça l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez réalisé la chose parfaite, vous la sauvegardez dans son intégralité. Et si il vous arrivait d'avoir des mésaventures importantes, vous pourrez redescendre cette sauvegarde. Cette sauvegarde-là, vous pouvez aussi, grâce à TrueImage, la faire évoluer, c'est-à-dire l'enrichir si vous rajoutez des logiciels. Et c'est ce qui vous permet d'avoir des sauvegardes qui sont efficaces. Parce que sauvegarder dans son intégralité un système qui est malsain vous fera redescendre un système qui est malsain. Et donc, pas vraiment quelque chose d'intéressant. En revanche, enfin non pas en revanche, mais l'avantage de le faire avec TrueImage aussi, c'est que comme ça va vous générer un fichier que vous pourrez consulter, vous pourrez récupérer en partie certaines choses. Mais comme je vous l'expliquais avant, pour les logiciels qui ne sont pas portables, ils s'installent un petit peu partout dans le système d'exploitation, que ce soit les numéros de licence, que ce soit les bibliothèques, que ce soit tout ça, et après ce sera un véritable casse-tête si vous souhaitez les réinstaller sans l'installeur. Voilà, pour les versions qui ne sont pas portables. Voilà Max, j'espère avoir répondu à votre question de façon la plus complète possible et si vous avez des besoins de précision, n'hésitez pas à me le demander. Bonjour Sou, bonjour Cédric, Windows 10 64 bits, parfait. Comment insérer l'avatar que j'ai animé dans l'espace communauté FIAC? Merci pour toutes les réponses que vous détaillez dans votre émission, j'apprends beaucoup en vous. Et vous en remercie. Avec plaisir, Sou. Alors, je vais essayer de comprendre votre question, parce qu'en la lisant une première fois, j'ai cru comprendre quelque chose, mais je voudrais être sûr que c'est bien ça. Comment insérer l'avatar que j'ai animé dans l'espace communauté FIAC? Merci pour toutes. Alors, je vais vous renvoyer, Suzanne, vers le post qu'a réalisé Denis, où il explique un petit peu tout ça. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer. On va essayer de le retrouver ensemble. Je vais me rendre sur la communauté FIAC. Je vais me connecter. À partir de là, je vais faire une recherche et je vais chercher GIF animé parce que ça doit être dans ce... Voilà. Changer son profil. Est-ce que c'est dans ce post-là où Denis nous a donné les informations comment faire? Voilà, c'est ici. Alors, vous allez sur l'accueil de la communauté. Vous cliquez ici sur la petite ampoule. Vous cherchez GIF animé.
Une fois que vous avez appuyé sur la touche entrée, vous arrivez ici, vous cliquez simplement sur rechanger son profil, voilà, et là vous arriverez sur le poste qui vous indique à la fois comment changer votre photo de profil et à la fois surtout comment intégrer la photo. Voilà, là la réponse qu'a donnée Denis vous donnera à mon avis les précisions dont vous avez besoin, qui est notamment que le poids du fichier doit faire au maximum 250 kilo-octets et que la taille en largeur hauteur doit faire maximum 400 pixels. Voilà, c'est peut-être pour cette raison-là que vous n'arrivez pas à insérer l'avatar, et sinon, eh bien, toutes les informations sont indiquées ici. Et vous pouvez également retrouver sur le site formationinformatiqueaveccédric.fr dans votre espace membre, une fois que vous vous êtes connecté, dans la rubrique aide à l'utilisation du forum, vous devriez ici retrouver comment changer votre photo. Voilà, changer votre photo. Maintenant que vous savez utiliser le forum, vous pouvez changer votre photo. Voilà, et là, avec ces deux choses-là, intégrer votre photo et ce qu'a donné Denis comme information, vous devriez pouvoir intégrer le GIF animé que vous avez créé. Voilà. Si vous n'arrivez pas à l'intégrer, c'est peut-être parce que soit il est trop lourd, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse 250 kilo-octets, ou alors, tout simplement, c'est que les manipulations n'étaient pas bonnes, mais avec ces deux choses-là, ces deux pistes-là, vous devriez vous en sortir. Voilà, bonjour Laurent, bonjour Cédric, comment activer mon deuxième processeur sur Windows 10 familial? Alors, on a vu ça hier, Laurent. Dans le gestionnaire de tâches, vous aviez la possibilité de voir dans les performances, en cliquant sur votre processeur, les processeurs qui apparaissent ici. La question que je me pose, c'est que le fait que vous soyez en 32 bits, parce que je crois me souvenir que vous étiez en 32 bits, je me demande s'il y a la gestion des multicœurs en 32 bits. Je vous avoue que là, je pêche sur cette question-là. La raison pour laquelle le premier pour être actif et pas le deuxième, c'est que peut-être votre Windows, s'il est en 32 bits, peut ne pas gérer les multicœurs. Ça me paraît surprenant, mais bon, j'ai un doute. Je ne vais pas avoir la réponse à cette question. Et la raison pour laquelle le second ne fonctionne pas, ça peut être tout simplement que votre système n'en a pas besoin. C'est-à-dire qu'il utilise le premier et il n'utilise pas forcément les autres. Alors, c'est assez contradictoire avec ce qu'on voit à l'écran parce que moi, j'ai 8 cœurs et tous les cœurs sont utilisés de la même façon, ce qui me paraît vraiment surprenant. Parce que, voilà, c'est pas... J'ai peut-être raté quelque chose la dernière fois. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Parce que ça me paraît surprenant que mes 8 cœurs fonctionnent en même temps et exactement de la même façon. Alors, voyons voir. Processeur. Est-ce que j'ai partagé mon écran? Bien sûr que non. Oui, donc ce que je vous disais, c'était par rapport à ça. Donc vous avez vu comment on faisait pour afficher les graphiques, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Donc la question reste entière. Malheureusement, je ne vais pas avoir de réponse à vous donner plus que ce que je viens de vous donner. Et il faudra que je regarde ou que je me renseigne pour savoir si vous êtes en 32 bits, si c'est normal que votre second processeur ne fonctionne pas. Je vais pas pouvoir vous aider beaucoup plus que ça aujourd'hui, Laurent. Je vais regarder. Mais moi, ça me paraît très surprenant, voilà, que tout... Ah ben non, il marche pas forcément de la même façon. Alors peut-être que la charge est répartie sur les 8 cœurs en ce qui me concerne. Et vous n'avez pas du tout de graphique sur le second. C'est ça, si j'ai bien compris. Voilà, là, vraiment, c'est pas... Voilà, on peut regarder rapidement sur Google, je vais regarder puisque ça m'intéresse quand même d'avoir cette réponse. Je ne sais pas si on va pouvoir trouver une réponse satisfaisante. Multicœur 32 bits. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter ?
Bon, il n'y a pas vraiment... Ah, c'était en 2006. Ah, c'était en 2006, ça date un peu. Alors, architecture 32 bits. Je ne suis pas suffisamment calé techniquement pour vous donner la réponse. Alors, en informatique, on parle d'architecture lorsque le processeur. D'accord. Bon, je poserai la question. J'ai 2-3 amis qui auront sûrement cette réponse. Et en théorie, voilà, soit c'est parce que votre PC... Enfin bon, ça me paraît bizarre. Bon, je vais pas épiloguer là-dessus, je vais chercher et j'essaierai de vous donner une réponse plus tard. Ah, vous êtes en 64 bits, d'accord. Très étrange. Donc vous avez aucune activité sur votre deuxième processeur. C'est très étrange. À suivre. Je regarderai parce que là ça me paraît surprenant. Si vous pouvez, si vous avez l'accès si vous avez l'accès membre plus, je ne sais pas si vous avez l'accès membre plus ou non, si vous voulez bien créer un nouveau post sur le forum avec une capture d'écran qui pourrait me montrer quelle est activité 0 de votre deuxième processeur, ça pourrait sûrement m'aider. Voilà, Laurent, si vous pouvez faire ça, sinon je regarderai un petit peu plus avant. Voilà. Charles, bonjour Cédric, je suis sur Windows 7 édition familiale Premium 64 bits. Si je passe à Windows 10, j'ai peur de perdre mes fichiers et photos et que mon PC ne fonctionne plus. Comment sauvegarder tout ça et par quels moyens? Merci pour vos conseils. Alors Charles, là c'est un peu compliqué de vous montrer l'intégralité de la sauvegarde puisque je vais en faire une formation complète. Si vous ne savez pas faire de sauvegarde, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué que je vous conseille la migration. Parce que en théorie, tout va bien se passer, mais ça n'est que de la théorie. Il suffit que 99% des cas ça fonctionne et 1% des cas ça fonctionne pas et que vous soyez dans ce pourcentage-là pour que vous vous en vouliez, et moi aussi. Donc, si vous ne savez absolument pas faire des sauvegardes, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. J'essaye de réfléchir à la solution qui pourrait être la mieux pour vous. Parce que même si je peux vous montrer comment sauvegarder vos photos, comment sauvegarder vos fichiers, ça c'est pas un problème, ça prend pas forcément beaucoup de temps. Mais le problème, c'est plus voilà, si vous avez d'autres choses à sauvegarder. Parce que comment ça se passe pour sauvegarder des documents je suppose que vous savez faire déplacer des dossiers, des fichiers. Comment ça se passe? Vous ouvrez un explorateur. Donc dans Windows 7, ça se passe à peu près pareil. Vous pouvez choisir d'ouvrir ordinateur. Comme ça vous ouvrira l'équivalent de ça. Ensuite, vous allez ouvrir vos documents, par exemple. Donc vous cliquez 2 fois sur les documents. Vos documents apparaissent ici. Donc vous avez vos documents. Et ce sera évidemment pareil pour le dossier image, pour le dossier musique, pour le dossier vidéo. Si vous vous êtes contenté de ranger dans vos dossiers, c'est-à-dire dans le dossier document, dans le dossier image, dans le dossier vidéo, etc. Si vous avez conservé l'ordre de rangement de Windows, à ce moment-là, eh bien, vous vous rendez dans vos documents. Ici, vous avez vos documents. Vous pouvez glisser votre fenêtre sur le côté pour qu'elle se range ici sur la moitié. Alors, je ne sais pas si ça marche sur Windows 7, c'est pas sûr, j'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Si vous n'avez pas la possibilité de faire ce que je viens de faire, vous ouvrez donc votre première fenêtre document. Ensuite, vous cliquez sur votre menu démarrer, vous recliquez sur ordinateur, vous allez avoir une deuxième fenêtre qui va apparaître. Donc, quand vous avez vos deux fenêtres, vous faites un clic droit et vous choisissez
afficher les fenêtres côte à côte, ce qui va avoir pour but de les ranger comme ceci. Alors, soit ça va les ranger dans ce sens-là, c'est-à-dire vos documents à gauche et cette fenêtre-là à droite, ou l'inverse. Ça dépend un petit peu de la fenêtre qui était en premier plan quand vous avez réalisé la manipulation. Peu importe, l'important c'est de localiser vos documents qui se trouvent sur ce PC, et de ce côté-là, du côté ordinateur, vous allez pouvoir donc soit insérer une clé USB, soit insérer un disque dur externe. Quoi qu'il en soit, en fonction de la taille de vos documents, donc vos documents, vos images, votre musique, ce que je vous conseille, c'est de réaliser au moins 2 sauvegardes, c'est-à-dire une sur clé. Éventuellement, si vous n'avez pas le budget d'acheter à la fois un disque dur externe et à la fois une clé, achetez 2 clés USB, ça vaut pas très cher. Je crois qu'une clé, j'avais mis des liens quelque part dans une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle exactement, j'avais mis des liens, ça vaut pas très cher une clé USB, on peut regarder rapidement sur Amazon. Voilà, clé USB. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez, ce sera plus ou moins cher. Donc là, vous pouvez dire, on va dire, pour faire une sauvegarde, il faut au moins 32. Mais même 32, voilà, ça reste abordable. 32, 64. Donc là, vous voyez, vous avez une clé verbatim 64 Go pour, on va dire, 15 €. Donc c'est vraiment pas cher. Essayez de multiplier donc vos systèmes de sauvegarde au moins par 2. C'est-à-dire si vous avez un disque dur externe, faites sur un disque dur externe et sur une clé USB pour être sûr que si vous avez le moindre problème avec l'un, que vous puissiez avoir l'autre. En tout cas, c'est ce que je ferai. Je ne vous dis pas que vous êtes obligé de le faire, néanmoins, je vous conseille de le faire dans le sens où si vous perdez vos données, vous serez plus déçu de ne pas avoir investi 15 € dans une clé ou 80 € dans un disque externe si vous perdez tout. Donc, une fois que vous avez les choses ici sur la partie gauche, donc vos documents, ici vous devrez avoir votre clé USB, donc je vais mettre une clé USB pour vous montrer exactement. En espérant que je vais insérer la bonne, puisque j'en ai 2 qui se ressemblent. Voilà, celle-là j'ai raté, c'est pas celle qui est vide, donc je vais la refermer, remettre l'autre. Voilà, alors une petite précision, vous avez vu j'ai éjecté la clé sans choisir éjecter dans les périphériques USB, c'est parce que je n'ai absolument rien à faire de ce qui est stocké sur la clé, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de faire ça. Alors ma clé, où est-elle? Est-ce qu'elle va arriver? Voilà, elle est là, il y a des choses dessus aussi, WSU Offline dont je me moque. Donc quand vous allez ouvrir votre clé, à partir de l'ordinateur, vous allez avoir ici ça va être, je vais y arriver, ce sera en théorie vide, où il y aura peut-être quelques fichiers qui sont fournis avec votre clé. Ça n'a pas d'importance, vous pouvez les laisser. Ici, vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler par exemple documents, si c'est vos documents que vous voulez enregistrer. Et une fois que vous avez créé ce dossier, vous cliquez 2 fois dessus pour rentrer dedans. Voilà, donc là vous êtes dedans. Et là, je vais juste regarder combien ça pèse pour être sûr de ne pas envoyer trop. 4 mégas, parfait. Ensuite, donc vous sélectionnez tout ce qu'il y a dans vos documents. Donc pour ce faire, vous appuyez sur la touche CTRL plus A, ou alors vous avez la possibilité d'aller, je sais plus, vous avez la possibilité de cliquer, glisser votre souris pour tout sélectionner, ou vous faites CTRL plus A et ça va tout sélectionner. Une fois que vous avez fait ça, vous faites clic droit, vous choisissez copier, et ensuite vous cliquez sur la seconde fenêtre, là où vous souhaitez faire le coller, vous faites un clic droit et vous choisissez coller. Et là, eh bien, les choses qui étaient sur votre ordinateur vont se copier sur la clé USB parce que vous avez choisi copier-coller. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, eh bien, vous faites ces manipulations pour tous les dossiers. Donc si par exemple ensuite vous faites votre dossier image, donc vous faites un nouveau dossier ici, vous l'appelez image, vous rentrez dedans, vous copiez les éléments, clic droit, copier, clic droit, coller, et là, eh bien, j'ai sauvegardé mes images. Donc, à la fois j'ai sauvegardé mes documents, à la fois j'ai sauvegardé mes images, et je pourrai continuer avec les différents dossiers qui sont disponibles dans cette fenêtre. Donc, vous pouvez faire cette sauvegarde-là, et là, vous aurez sauvegardé vos fichiers et vos dossiers. Si vous le faites en double, c'est mieux. Et ensuite, vous aurez fait une première sauvegarde. Alors,
ça ne veut pas dire que vous aurez sauvegardé tous les programmes qui sont sur votre ordinateur. Donc assurez-vous bien avant de faire la migration vers Windows 10, éventuellement de regarder dans la liste de tous les programmes qui sont installés, savoir les programmes que vous souhaiterez réinstaller. En théorie, ça va bien se passer. Le problème, c'est que si ça se passe mal, il faudra faire quelque chose. Donc, vous faites cette première sauvegarde, vous regardez tous les logiciels que vous avez installés, éventuellement vous faites une petite capture d'écran, vous trouverez tous les éléments sur le site internet Formation Informatique avec Cédric. Comment, d'ailleurs, je vous recommande de vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes déjà inscrit, vous trouverez donc des vidéos intéressantes, notamment une sur le copier-coller. Où est-ce que je suis là ? Copier-coller, ça doit être dans toutes les vidéos gratuites. C'est une vidéo qui dure 38 minutes mais qui est incontournable si vous ne savez pas faire un copier-coller. Je vais la recopier. Voilà, c'est la vidéo numéro 14, comment faire un copier-coller. Et il s'avère que vous avez de la chance parce que je l'ai tournée sur Windows 7, donc vous verrez exactement comment ça se passe. Je vous conseille de la regarder, elle dure 38 minutes, mais une fois que vous saurez faire un copier-coller, ça vous aidera beaucoup. Et d'autant que je parle comment déplacer des photos d'un endroit à un autre, comment les copier, etc. Donc ça reprendra un petit peu ce que je vous ai indiqué. Et ensuite, eh bien, vous pouvez regarder le Demande à Cédric, il me semble que c'est celui d'hier ou d'avant-hier, où j'indiquais... Ah, je ne vais pas partager mon écran, donc je repartage mon écran. Vous vous inscrivez, donc si ce n'est pas encore le cas, en tant que membre, c'est gratuit. Et après, une fois que vous êtes inscrit, vous vous rendez sur l'accueil du site, formationinformatiqueaveccédric.fr. Vous allez dans votre espace membre, là vous trouvez toutes les vidéos gratuites. Une fois que vous avez cliqué là, vous arrivez ici, vous allez jusqu'à la vidéo 14. La vidéo 14. Et voilà, comment faire un copier-coller. Vous regardez cette vidéo avec attention. Et vous pouvez aussi regarder donc les deux demandes, enfin un demande à Cédric où j'ai parlé de, j'ai donné des conseils pour savoir comment réaliser. Je crois que c'est à Daniel que je répondais, où je lui expliquais comment, parce qu'il va passer sur Windows 10 en réinstallant de zéro, comment faire une capture d'écran de ces programmes pour savoir ce qui était installé. Voilà, bon, votre question était un peu compliquée, Charles, j'ai un peu été long à répondre. J'espère que ces éléments vont pouvoir vous apporter des informations. Après, si vous avez un doute, vous pouvez aussi passer par un professionnel qui le fera pour vous. C'est toujours plus satisfaisant de le faire soi-même. Maintenant, si vous avez un peu d'appréhension et que vous vous demandez si c'est vraiment pour vous, voilà, vous pouvez aussi faire appel à un professionnel. Vous avez jusqu'au 29 juillet pour passer gratuitement sur Windows 10. Depuis Windows 7 ou Windows 8.1. Voilà Charles. Ok Laurent, j'ai essayé un Linux et ça fonctionne. Je ne suis pas membre plus et je suis inscrit gratuitement. Bon, donc vous ne pourrez pas me montrer à quoi ça ressemble. Vous avez installé Linux et ça fonctionne. Je vais regarder, affaire à suivre. Vous êtes sur un Windows 10 64 bits et votre deuxième processeur... ouais. Envoyez-moi quand même une capture d'écran sur l'adresse que je vais vous indiquer maintenant. Dès que je la retrouve. Pour faire une capture d'écran, si vous ne savez pas faire une capture d'écran, vous vous rendez pareil dans les vidéos gratuites. Et là, capture. Voilà. Vous regardez la vidéo 48, 4 techniques pour faire une capture d'écran. Et vous allez pouvoir me l'envoyer à l'adresse suivante avant le 31 mai parce qu'après je ne répondrai plus aux questions. Enfin, seulement des membres plus, évidemment. Est-ce que je vais retrouver cette adresse ? Alors, sur l'adresse Cédric, donc CEDRIC sans accent, .fiac, FIAC, @gmail.com. Cédric.fiac@gmail.com. Voilà, vous pouvez m'envoyer votre capture d'écran. Par contre, pour toutes les personnes qui vont voir cette retransmission, ne m'envoyez pas vos questions parce que je ne pourrai pas y répondre malheureusement. Voilà Laurent, et puis on va continuer de chercher. Ariane, bonjour Ariane. Bonjour Cédric, comment savoir si mon portable est Bluetooth ? Alors, comment savoir si votre portable embarque du Bluetooth ? C'est une bonne question.
Votre portable est Wi-Fi, c'est sûr. Est-ce que votre portable est Bluetooth? Comment savoir si votre portable est Bluetooth? Alors, vous avez la possibilité, en théorie, avec les touches, d'activer le Wi-Fi et de désactiver le Wi-Fi. Est-ce que vous avez le symbole du Bluetooth qui apparaît quelque part sur une des touches? Et auquel cas, vous pourrez voir si vous pouvez l'activer. Et je suppose que vous pouvez également regarder dans le gestionnaire de périphériques. Donc c'est Windows Pause pour y accéder. Ensuite, vous choisissez gestionnaire de périphériques. Et à partir de là, en théorie, vous devriez voir. Alors moi, j'ai pas de Bluetooth. Je vais mettre ma petite clé pour voir comment est-ce qu'il la détecte. Voilà, je viens de mettre la clé et en théorie, donc si vous avez du Bluetooth, vous devriez avoir dans le gestionnaire de périphériques, ici le symbole du Bluetooth avec, qui vous indique voilà, que vous avez bien du Bluetooth. Voilà Ariane, vous pouvez savoir ça comme cela et si toutefois vous n'avez pas de Bluetooth sur votre ordinateur, eh bien rien ne vous empêche d'acheter la petite clé que j'ai à 9,90 € et ça vous donne du Bluetooth sur votre ordinateur. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir si je peux connecter mon enceinte grâce à cette petite clé Bluetooth, mais je le ferai à l'occasion. Voilà Ariane, donc pour accéder au gestionnaire de programme, vous pouvez soit faire un clic droit sur le menu, si vous êtes sur Windows 10, sur le menu démarrer et choisir gestionnaire de périphériques. Donc là, j'ai pas partagé mon écran, je le sais, mais c'est juste, voilà, je vous indique les manipulations. Ou alors, eh bien, vous faites la manipulation que je viens de vous indiquer, vous appuyez sur la touche Windows et sur la touche pause de votre clavier, et ensuite vous cliquez sur gestionnaire de périphériques. Mais le plus simple étant de faire un clic droit sur le menu démarrer et de choisir gestionnaire de périphériques. Voilà Ariane. Bon, super Laurent, vous avez bien noté, vous pourrez m'envoyer la capture comme ça ça me permettra de voir et d'essayer de trouver une solution. Merci Laurent. André, bonjour André. Magix Photo est un peu cher, par contre Nero 7 et Nero 9 pour vidéo et photo avec transition. Merci et bon courage. Oui, alors... je ne sais plus si c'est sur le forum qu'on parlait de cela. Évidemment, il arrive un moment où il faut prendre des décisions. Donc, comme je vous disais, je ne vais pas vous montrer faire des vidéos sur Premiere parce que c'est un logiciel qui vaut trop cher. Après, pour le montage vidéo, si vous êtes satisfait de votre Nero 7 et de votre Nero 9, c'est parfait. Je ne sais pas quel est le prix de ce logiciel. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il arrive un moment où il faut faire un choix, c'est-à-dire voilà, il y a beaucoup de logiciels qui existent sur le marché pour faire des montages vidéo et autant utiliser un qui est utilisé par beaucoup de gens. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent Magix, mais en tout cas ce que disait Raymond et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une communauté importante sur Magix, donc sur le montage vidéo, et ça aussi ça a son importance. C'est-à-dire que comme le forum pour les membres plus, quand vous avez une question, c'est pratique de pouvoir la poser directement là. Donc il faut prendre des décisions à un moment ou à un autre. Peut-être ce sera Magix, peut-être ce sera un autre, j'en sais rien. Mais bon, il s'avère que Gabriel utilise aussi Magix, il s'avère que Raymond utilise aussi Magix. Donc peut-être ce sera Magix que je vais choisir. Ça ne veut pas forcément dire que ce que vous utilisez n'est pas bien, surtout si vous en avez déjà l'habitude. Ça veut juste dire que je ne pourrai pas faire des cours thématiques sur le montage vidéo, sur tous les logiciels du marché qui existent. Voilà, André, j'espère que ma réponse vous satisfait. Allez, je vais regarder. Gabriel. Bonjour Cédric, une bonne idée pour Magix. Oui, voilà, bah écoutez, Gabriel, comme je le disais précédemment, je sais que vous l'utilisez, je sais que Raymond l'utilise aussi. Apparemment, de ce que j'ai lu sur le forum, vous en êtes satisfaite, et Raymond aussi, donc voilà, pourquoi pas choisir ce logiciel. Au départ, je pensais choisir le logiciel de Pinacle, mais comme j'ai entendu des échos pas super, voilà, du coup, ce sera peut-être Magix, d'autant que, comme il y a la communauté, c'est vraiment quelque chose d'important. Allez, je continue. Tania, bonjour Cédric, aujourd'hui pas de questions, c'est seulement pour vous faire un petit coucou. Agréable cette musique, cordialement Tania. Merci Tania, oui, c'est très agréable cette musique. La personne s'appelle Daniela Andrade, je crois, et la chanson c'est Crazy. Vous pouvez la trouver facilement sur YouTube. Et voilà, c'est vraiment très sympa. Moi j'ai acheté le morceau parce que je l'ai trouvé bien, et que je voulais l'avoir disponible sur ma bibliothèque musicale de Google Play. Mais voilà, c'est vraiment un très bon morceau. Et merci d'être parmi nous.
Laurent, en fait, j'ai créé une clé USB bootable pour un Linux que j'ai lancé au démarrage de mon PC. Félicitations Laurent, je suis surpris que vous réussissiez à faire des manipulations comme ça et que vous ne trouviez pas réponse sur internet par rapport à votre question. Mais bon voilà, je vais poser la question à droite à gauche une fois que j'aurai reçu votre capture d'écran et on devrait avoir une réponse plus technique que, voilà, que je suis en mesure de vous donner parce que pour l'instant ça ne me parle pas trop cette histoire. Mais peut-être qu'en voyant votre capture d'écran je réaliserai quelque chose, c'est la raison pour laquelle ce sera plus simple. Si vous pouvez me l'envoyer. Merci Laurent. Charles, merci pour votre réponse. Je précise que je suis membre plus. Dans le doute, je ferai appel à un professionnel. Bonne journée à vous et à bientôt. Alors, Charles, vous êtes membre plus, très bien. Malheureusement, je ne peux pas vraiment vous aider beaucoup plus que ce que je ne l'ai fait là, puisque la seule chose qui pourrait vous aider, ce serait la formation sur les sauvegardes. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais vous aider plus. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser les manipulations que je vous ai montrées, c'est-à-dire de sauvegarder vos documents, de sauvegarder votre musique éventuellement, vos images, vos vidéos. Le fait de réaliser ça, déjà, c'est une première bonne chose. Après, la réinstallation des logiciels, bon, ça peut demander un peu de temps, etc. Mais en théorie, on retrouve les installeurs sur Internet. Si vous n'avez pas toutes vos licences de logiciels, c'est un petit peu plus problématique en effet. Si vous avez installé des logiciels dont vous n'avez plus la licence aujourd'hui parce que soit vous l'avez perdu, soit voilà, vous ne l'avez plus. Dans ce cas-là, eh bien, ce sera plus embêtant. Mais en théorie, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Hein. Vous pouvez... ce que vous pouvez déjà... Enfin, disons que ce qui est intéressant, c'est que comme vous êtes membre plus, vous avez accès à la formation Windows 10. Et dans la formation Windows 10, j'explique comment passer... formation Windows 10, j'explique comment passer de Windows 7 à Windows 10. Donc vous avez les premières manipulations qui sont indiquées ici. Voilà, la vidéo numéro 6, mettre à jour Windows 7 vers Windows 10. Donc déjà, ça vous donne une première idée de comment ça va se passer. Et vous avez également des vidéos que j'ai faites qui vous expliquent comment revenir en arrière. Revenir à Windows 7 après la mise à jour Windows 10. Si toutefois que vous vous apercevez que ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir en arrière. Donc je vous ai expliqué comment dans cette vidéo. Voilà, donc ça vous fait 2 points qui vous permettent voilà, déjà d'avancer dans la direction que vous souhaitez aller. J'ai encore pas partagé mon écran, Tania va me dire qu'il faut que j'installe cette chose-là. Donc quand vous êtes dans votre espace membre, vous choisissez Accueil espace membre, vous choisissez Formation Windows 10. Et dans la formation Windows 10, vous avez la vidéo numéro 6, mettre à jour Windows 7 vers Windows 10. Donc vous pouvez regarder cette vidéo, ça va vous montrer un petit peu le processus de voir comment ça se passe. Et ensuite, vous avez, si vous le souhaitez, 30 jours pour revenir à Windows 7 si toutefois ça ne vous plaisait pas. Grâce à la vidéo 43, revenir à Windows 7 après la mise à jour Windows 10. Pareil, vous pouvez regarder cette vidéo avant et peut-être que ça va vous rassurer sur le fait que les choses peuvent bien se passer. Maintenant, encore une fois, on n'est jamais à l'abri du pourcentage ou d'une personne sur 1000 pour qui ça se passe mal. Voilà Charles, vous savez tout. Après, vous pouvez aussi également, si vous souhaitez, acheter un disque dur, un nouveau disque dur. Vous pouvez, une fois que vous avez acheté ce disque dur, installer Windows 10 en partant de zéro, toujours en suivant les manipulations qui sont indiquées dans la formation Windows 10, parce que toutes les vidéos pour faire ça sont disponibles. Et voilà, le fait d'avoir acheté un nouveau disque dur vous permettra de ne pas avoir à toucher à vos données qui sont sur le nouveau. Et ensuite, vous pourrez le brancher en second plan et récupérer vos données petit à petit. Voilà Charles, en tout cas si vous avez besoin de précisions supplémentaires, vous avez à la fois les demandes à Cédric qui sont là disponibles et à la fois vous pouvez poser vos questions sur le forum. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Je vous ai montré comment faire dans ce début de demande à Cédric quotidien numéro 23. Voilà Charles. Denis, Cédric, Denis. Pour répondre à Ariane, vous pouvez regarder si le pilote Bluetooth est installé, panneau de configuration, programme et fonctionnalités. J'avais pas pensé à ça, mais est-ce que c'est le cas? On va regarder. Je vais partager mon écran, je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Clic droit, programme et fonctionnalités.
Je suis pas sûr que quelque chose en Bluetooth se soit installé pour moi puisque mon Windows 10 a automatiquement détecté ma clé Bluetooth. Donc ici, vous voyez, moi, Denis, je n'ai pas le Bluetooth installé. Donc c'est pas forcément à cet endroit-là que Ariane pourra voir si le Bluetooth est installé sur son ordinateur. Néanmoins, vous avez raison, si c'est le constructeur qui l'a installé, il a dû installer des pilotes et peut-être même un logiciel. Donc en effet, vous avez raison Denis, peut-être qu'à cet endroit-là, elle pourra vérifier. Le plus simple étant quand même de vous rendre dans le gestionnaire de périphériques et de voir si vous avez l'icône du Bluetooth qui est disponible. Voilà, merci Denis pour cette précision, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. Disons que les manipulations sur Windows 10 sont quasiment similaires. Faire un clic droit, aller dans Programmes et fonctionnalités ou dans Gestionnaire de périphériques, ça revient un peu au même. Donc voilà. En tout cas, Ariane, vous pouvez suivre aussi les conseils que vous a donné Denis. L'essentiel étant de, évidemment, trouver si vous avez du Bluetooth sur votre ordinateur. Voilà, allez, vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Il est 11h47, je vais encore répondre 10 minutes à vos questions. Et voilà. Bonjour Cédric, bonjour Robert. Windows 7, problème de souris, je n'arrive pas à redimensionner une fenêtre avec la double flèche. Et n'arrive pas à sélectionner une partie d'un texte. Elle décoche quand je balaie sur ce texte. Alors, problème de souris, je n'arrive pas à redimensionner une fenêtre avec la double flèche et n'arrive pas à sélectionner une partie d'un texte. Alors, Robert, ce que vous pouvez faire, il y a plusieurs solutions, enfin, il y a plusieurs possibilités dans votre problème. La première étant que votre souris est défectueuse. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé sur ma souris, une souris que j'adorais, qui est ici, que j'avais achetée, que j'ai utilisée pendant des années. Une très bonne souris que j'avais payée un peu cher, mais voilà, je ne le regrette pas du tout parce qu'elle m'a duré des années. Et au bout d'un moment, elle est tombée en panne. Le clic gauche fonctionnait mal, il fonctionnait quand il avait envie, elle était très capricieuse. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce qui vous arrive. Donc, vous avez plusieurs possibilités par rapport à ça. C'est tester votre souris sur un autre ordinateur pour vérifier si elle fonctionne bien. Si elle fonctionne parfaitement bien, si vous l'avez essayé par exemple 10 minutes, un quart d'heure et qu'elle fonctionne parfaitement bien sur cet autre ordinateur, eh bien c'est que ça ne vient pas de la souris. Et si ça ne vient pas de la souris, à ce moment-là, il faudra envisager de réfléchir. Je vois pas pourquoi votre souris ne fonctionnerait pas pour la double flèche, à moins que vous ayez des difficultés à réaliser vous les manipulations, mais si vous l'avez déjà fait avant, je suppose que ce n'est pas le cas. La double flèche étant, lorsque vous vous rendez sur le bord d'une fenêtre, vous avez la possibilité de la redimensionner en faisant un clic, en restant appuyé et en la déplaçant. Voilà. Moi, je vois plus un problème avec votre souris. Parce que sinon, elle ne fonctionnerait pas quand vous faites le double clic ou quand vous faites le cliquer déplacé ou quand vous faites ça. Donc, plus un problème avec la souris. Donc, vous pouvez voir dans un premier temps, essayer cette souris sur un autre ordinateur. Et si elle fonctionne sur un autre ordinateur, revenir nous voir pour voir si on peut voir d'autres choses. Parce que c'est surprenant que ça marche pour certaines choses et pas pour d'autres. Voilà Robert. Après, ça peut aussi éventuellement venir de votre Windows. Vous ne me précisez pas quelle version de Windows vous avez, donc j'en sais rien. Vous avez peut-être un Windows 10 et peut-être vous avez fait une mise à jour depuis Windows 7. Tout ça, je n'en sais rien. Donc c'est difficile de vous donner plus d'informations. Dans un premier temps, je dirais que ça vient de la souris ou éventuellement des manipulations que vous réalisez vous. Mais si vous n'aviez pas de problème avant, il n'y a pas de raison que vous ayez de problème maintenant, sauf si c'est la souris. Voilà Robert, essayez de donner plus de précision la prochaine fois et essayez ce que je viens de vous conseiller. Lucien, bonjour Lucien, bonjour Cédric, bonjour à tous. J'avais Windows 7 et j'ai migré sur Windows 10. Que se passera-t-il si un jour je suis obligé de faire une remise à zéro de mon PC et que Windows est devenu payant? Merci de toutes vos réponses. C'est une très bonne question, Lucien, et la réponse est relativement simple. Le fait que vous soyez passé de Windows 7 à Windows 10, les serveurs de Microsoft ont enregistré votre matériel, et plus précisément la carte mère de votre ordinateur, comme étant officiellement validé pour Windows 10. Donc si toutefois un jour vous avez le moindre problème et que vous devez faire une réinstallation de votre Windows 10 sur cet ordinateur,
Microsoft, une fois que l'installation sera terminée, reconnaîtra automatiquement votre carte mère et activera votre Windows. Ça se passe sur les serveurs de Microsoft. Donc vous n'avez pas à vous faire de soucis. Si par exemple vous avez besoin de réinstaller, j'en sais rien moi, en septembre prochain, alors que ça va que jusqu'en juillet, eh bien, vous ferez la réinstallation sur votre ordinateur. Tant que c'est le même ordinateur avec la même carte mère, Windows détectera que vous êtes bien activé et donc vous permettra de le faire. Je peux vous le confirmer parce que je l'ai fait moi, c'est-à-dire que j'avais un Windows 7, j'ai fait la migration de ce Windows 7 vers un Windows 10, et à partir du moment où j'ai vu que mon Windows 10 était activé, j'ai effacé, j'ai mis un nouveau disque dur, j'ai fait une réinstallation de Windows 10 en repartant de zéro, parce que vous savez que j'aime ça et que je n'aime pas avoir un système qui a des choses antérieures dessus, et donc mon Windows 10 a bien été activé sur cette carte mère. Donc il n'y a vraiment pas eu de souci particulier. Voilà Lucien, et d'autant que je ne sais plus qui nous avait donné cette information, il me semble que c'est Jean qui souhaitait changer de processeur et qui avait contacté Microsoft en leur demandant s'il changeait de processeur, si son Windows serait toujours activé, et chez Microsoft ils lui ont dit oui et que ça venait donc de la carte mère, c'est donc bien la carte mère qui identifie le fait que vous soyez activé ou non sur les serveurs de Microsoft. Voilà Lucien, j'espère que ma réponse vous satisfait. Philibert, bonjour Cédric, pour Charles, la mise à jour des drivers est également importante pour migrer vers Windows 10. Alors je ne sais pas ce que vous entendez par là Philibert, mais en effet, enfin en théorie, si Windows vous laisse passer à Windows 10, c'est qu'en théorie, il a pris en considération que les pilotes allaient fonctionner. Néanmoins, c'est vrai que Charles, si vous devez faire une mise à jour, vous pouvez aussi vous assurer que vos périphériques externes, que ce soit votre webcam, que ce soit votre imprimante, que ce soit les différentes choses que vous pouvez avoir de branchées sur votre ordinateur, vous assurez qu'elles sont bien compatibles avec Windows 10. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur le site du constructeur, vous regardez la référence du modèle, que ce soit votre webcam, que ce soit votre imprimante, et vous regardez si des pilotes pour Windows 10 sont disponibles. Après, si la migration s'effectue, je pense que vous n'aurez pas forcément de problème de pilote, mais bon, ça c'est une fois de plus, c'est un petit peu la roulette russe la mise à jour. Microsoft propose cette solution de mise à jour, mais c'est pour que ce soit le plus simple possible entre guillemets pour les utilisateurs, pour ne pas qu'ils aient à faire de réinstallation parce que ça peut parfois être un geste un peu technique. Mais c'est vrai qu'il est toujours mieux de repartir d'un système d'exploitation vierge, même quand vous achetez un portable. Si moi j'achète aujourd'hui un ordinateur portable, il va être préinstallé avec Windows 10, il y aura tout un tas de logiciels qui ne me seront absolument pas utiles et qui auront été installés dans le système. La première chose que je vais faire, c'est réinstaller Windows 10 de zéro. Voilà. Donc c'est toujours bien de réinstaller un système de zéro quand on peut le faire, quand on a la possibilité technique. Je montre comment faire dans la formation Windows 10. C'est toujours bien de le faire parce qu'on repart sur des bases saines. C'est comme si vous récupériez un appartement et que vous refassiez tout, l'électricité, la plomberie, la peinture, vous arrivez dans quelque chose de sain. Alors que si vous arrivez dans un appartement et que vous ne refaites rien, vous ne savez pas comment a été faite l'électricité, si la plomberie est aux normes, si les peintures sont au plomb ou non, etc. Vous voyez l'image que je veux donner. Voilà. On ne sait pas ce qu'on récupère quand on fait ce type de mise à jour. Merci en tout cas Philibert pour cette précision qui m'a permis d'ajouter un certain nombre de choses. Rebonjour Cédric, mon avatar est bien installé et j'en remercie particulièrement Denis. Mon avatar fait un grand clin d'œil à toute la communauté. Bonne journée, à demain, Sou. Merci Sou, content que tout se soit bien passé, félicitations d'avoir réussi ces étapes. Chaque petite victoire doit être félicitée parce que quand on fait de l'informatique et qu'on fait les choses pour la première fois, c'est toujours un petit peu hasardeux, même si on est guidé. Et le plus important, c'est de faire les choses, d'oser les faire pour réussir à progresser, à apprendre de ses erreurs. Félicitations Sou, en tout cas d'avoir réussi à modifier votre avatar. J'irai voir si le clin d'œil fonctionne. Laurent, Cédric, quel site me conseillez-vous pour de beaux fonds d'écran haute définition sous Windows 10 ? Alors Laurent, j'ai pas forcément de site à vous conseiller.
Mais par contre, je vais vous montrer comment en récupérer. Parce qu'il faut faire attention sur les sites de fond d'écran, les sites de wallpaper en anglais. Vous pouvez vous retrouver sur des sites qui sont souvent pénibles. Je vais vous montrer comment en trouver des beaux sans que vous ayez trop à vous ennuyer. Vous vous rendez sur Google. Une fois que vous êtes sur Google, vous allez taper le thème qui vous intéresse. J'en sais rien, on va taper espace. Une fois que vous avez saisi votre mot-clé, vous allez cliquer sur Images. Une fois que vous avez cliqué sur Images, vous arrivez sur un certain nombre de fonds d'écran. Ensuite, avant de cliquer sur le moindre fond d'écran, vous cliquez sur Plus, pas du tout sur Plus, pardon, sur Outils de recherche. Vous avez une seconde barre qui va apparaître. Vous choisissez ensuite Taille. Ensuite, vous allez dans Supérieur à et vous choisissez par exemple 1600-1200. Comme ça vous permettra d'avoir des fonds d'écran qui sont compatibles en 1920-1080, qui est la résolution Full HD. Si toutefois vous avez un écran 4K et que vous voulez des fonds d'écran 4K, dans ce cas-là, au lieu de mettre supérieur à 2600, il vous faudra mettre supérieur à 3600 par exemple. Et là, vous aurez un peu moins de choix, mais vous aurez des fonds d'écran compatibles 4K. Ensuite, il vous suffit simplement de naviguer dans les différents fonds d'écran et quand il y en a un qui vous plaît, vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez en haut à droite ici, Image taille réelle. Et là, vous aurez l'image qui apparaît ici. Il vous suffit simplement ensuite de faire un clic droit, de choisir... Oh là là, j'espère que j'ai partagé mon écran. Oui, c'est bon. De faire un clic droit, de choisir enregistrer l'image sous. Ensuite, vous l'enregistrez où vous le souhaitez. Par exemple, là, je vais la mettre sur mon bureau et cliquer sur enregistrer. Donc, elle apparaît sur le bureau de mon deuxième écran. Donc, je la rapatrie sur ici. Et après, vous cliquez 2 fois dessus et vous faites un clic droit, définir comme arrière-plan. On va le faire. Voilà. Et là, j'ai désormais ma photo qui est en arrière-plan avec le fond de l'espace. Donc, vous pouvez réaliser ces manipulations. Pardon, je vais repartager mon écran. Vous pouvez réaliser ces manipulations directement depuis Google. Et puis, ce que vous pouvez faire également, c'est... une fois que vous avez réalisé ces recherches, vous pouvez mettre le thème qui vous plaît. Par exemple, j'en sais rien, des fleurs. Et vous aurez des fleurs qui font la taille pour un fond d'écran. Vous pouvez mettre ce que vous souhaitez, architecture. Voilà, et là pareil, vous aurez des photos d'architecture que vous pourrez mettre en fond d'écran à votre convenance. Voilà Laurent, c'est la solution pour moi la plus simple pour trouver une image. Oh là là, ah oui, oh là, j'ai peur que ça plante, il y a eu un petit ralentissement. Voilà, c'est la solution la plus simple que j'ai trouvée pour trouver des fonds d'écran qui me plaisent. Et voilà, j'ai jamais été déçu. Alors que sur les sites sur les sites de fonds d'écran, souvent on vous demande de vous inscrire. Des fois, il faut cliquer sur un lien. Des fois, il y a un bouton télécharger qui vous renvoie vers des logiciels malveillants. Bref, vous avez compris, ma technique pour trouver des fonds d'écran est bonne, je pense. Vous trouverez des bons fonds d'écran à la bonne taille sans risquer de vous faire infecter. Voilà Laurent, j'espère avoir répondu à votre question. Allez, je vais prendre la dernière de Lucien et après on va s'arrêter là. Ok, merci Cédric, c'est quand même bien foutu l'informatique et je vous souhaite une bonne journée et je vous encourage pour ce que vous faites. Merci beaucoup Lucien, content que l'informatique vous plaise. Je vais continuer évidemment mes vidéos, soit mes vidéos de déballage pour vous montrer ce que j'achète, soit les vidéos pour apprendre. Et puis n'oubliez pas que les demandes à Cédric quotidien sont jusqu'au 31 mai. Voilà, donc si vous avez des amis qui ont des questions informatiques, j'essaierai avec plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à leur en parler, à leur envoyer un mail. Vous envoyez souvent des mails pour envoyer des diaporamas, pas forcément vous Lucien, mais en général on s'envoie tous des mails pour les diaporamas. N'hésitez pas à envoyer un mail à tous vos contacts en leur disant qu'ils peuvent venir poser leurs questions ici jusqu'au 31 mai. Voilà, merci d'avoir été présent dans ce Demande à Cédric numéro 23. On est encore 29 pour un lundi, c'est formidable. Merci beaucoup et je vous dis bon appétit, bon après-midi et à demain matin. Au revoir.